Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Red Alert, l'hebdo actu jeux vidéo de l'équipe de Sœur d'Édition. Et l'équipe de Sœur d'Édition, c'est en partie Nicolas Coursier. Nico, comment ça va? Salut Mehdi El Kanafi, ça va bien? Toujours très enjoué. Ça me fait très bizarre de dire ton nom et prénom chaque fois, mais bon, faut bien que je te présente aux gens aussi. Et oui, c'est pourtant mon nom et mon prénom. Ça va, tout va bien cette semaine, un nouveau rythme des Red Alert qui reprend de façon hebdomadaire, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Au sommaire de cette émission, nous allons parler de deux titres, Alan Wake et Metroid Dread. Donc Nico a se penché sur la réhabilitation des anciens jeux avec comme point d'appui le remaster d'Alan Wake, et moi je vais tenter de décrypter l'ambition du nouvel épisode de Metroid à l'occasion de la sortie de Metroid 5, alias Metroid Dread. Il y aura bien entendu l'interlude Top 3, mais avant c'est la rubrique retour sur une précédente émission, pas celle de la semaine dernière, mais celle dans laquelle Nico, tu nous parlais d'un coup de cœur, Forgotten City, auquel on va pouvoir jouer facilement. Souvenez-vous, Forgotten City, mon coup de cœur de l'été dernier. Un jeu qui a pas fait masse de bruit, mais qui est super intéressant. Donc, je vous renvoie vers le podcast dédié pour en apprendre un petit peu plus. Et ben, justement, si ça vous avait un petit peu convaincu, il y aura moyen d'y jouer plus ou moins gratos parce qu'il fait partie de la sélection du Game Pass. Donc, il arrive ce mois-ci dans le Game Pass. Donc, tout le monde pourra le découvrir si vous êtes abonné au service, bien entendu. C'est ça. Il arrive le 28 octobre, date à laquelle Alan Wake American Nightmare va aussi débarquer. Ce qui me permet habilement de te projeter, de te juggle, Nico, au cœur de cette rubrique, de ta chronique où tu vas nous parler de Alan Wake. Tout à fait, nous sommes en octobre 2021 et le moment était venu. Alan Wake, c'est un jeu qui a une place un peu à part pour moi, pas forcément dans le côté positif. C'est un jeu que je n'hésite pas à ressortir comme un espèce de totem de l'une de mes plus grandes déceptions de gamer, comme on dit. Et on a tous son jeu qu'on survend un peu négativement aux amis, tu vois, parce que c'est devenu une sorte de blague et tout. On sait que Damien on surjoue sur Last of Us, premier du nom. Ben moi, c'est Alan Wake, donc c'est mon petit jeu qui a quelque chose un petit peu de singulier. Et ben justement, ce mois-ci, la sortie du jeu en version remastered, ça me donnait enfin l'occasion de m'y replonger. Je te l'avais promis, à chaque fois qu'on en parle, je te dis, je le referai un de ces jours. Tu voulais valider tes souvenirs ou pas? Ou justement voir si le jeu aurait droit à une réhabilitation comme d'autres jeux avant lui. Alors, est-ce que j'ai changé d'avis sur le jeu? Eh bien, je vous dis ça dans quelques minutes parce qu'on va un petit peu commencer à parler de ce fameux phénomène de réhabilitation. Donc, c'est un phénomène qui arrive quand certains jeux, seulement quelques élus, il y en a pas des masses, ont droit un petit peu à une réhabilitation avec le temps. Alors, cette réhabilitation, elle existe, mais elle couvre différentes réalités. On a par exemple l'exemple de FF14, lui, il a été réhabilité car il a droit à une refonte complète de l'expérience, après un premier lancement du jeu qui avait été complètement raté. Donc là, c'est le bouton rouge, gros reboot, on redémarre tout et on repart à zéro. On a aussi eu No Man's Sky, donc un jeu qui avait été très très attendu et qui avait déçu à sa sortie. Et là, la réhabilitation est venue par le taf accompli par l'équipe de développement qui, depuis la sortie, n'arrête pas de bosser et à multiplier les mises à jour. Alors les mises à jour d'importance, on en est à plus de 18 et chacune apporte une nouvelle brique de gameplay, une nouvelle expérience. Donc fatalement, le jeu est devenu de mieux en mieux. Au rayon des réhabilitations étonnantes, c'est Fortnite également. Ok. Fortnite, faut savoir qu'il a connu un changement d'orientation dans son gameplay avec l'ajout d'un mode Battle Royale, à l'époque où le genre a explosé via PUBG. Ouais. Parce que voilà, à la base Fortnite n'était pas un Battle Royale, donc ils ont su être assez opportunistes là-dessus et ce changement de braquet a complètement éclipsé l'orientation précédente et ce qui fait que Fortnite est devenu ce qu'il est. Donc la réhabilitation est même plus spectaculaire, c'est qu'avant Fortnite, on n'en parlait quasiment pas, quoi. Peu de gens savaient ce que c'était. On a donc ces trois cas qui montrent des cas actifs de la part des devs pour provoquer ce changement. C'est vraiment quelque chose qui a été voulu, qui a été nécessité un petit peu de taf, un peu de sueur. Parfois, il y a rien à faire, c'est un petit peu dur à expliquer, ça vient un petit peu comme ça. Rappelons-nous de Wind Waker, donc le Zelda qui, à l'époque de la GameCube, avait tant déçu les joueurs avec son look enfantin, son Link un petit peu jeune. Mm-hmm. Et là, je pense que c'est l'époque qui a changé, et nous qui avons changé, parce que on n'est plus des ados et un Link enfant nous paraît plus saugrenu à incarner, donc je pense que la réhabilitation vient de là, et d'autant que le titre évidemment il lance le shading, et le cel shading on sait que ça vieillit très très bien. Ouais, c'est vrai ça. Et c'est un Zelda qui a certainement qui a passé le plus l'épreuve du temps. Il lui a fallu un petit polish HD qui a suffi à lui redonner toute sa superbe. Exactement. Et polish HD, on l'attend toujours pour le dernier jeu dont je vais citer, c'est FF13. Donc FF13 c'est marrant parce que c'est une réhabilitation qui est venue a posteriori et finalement parce que on n'a pas eu droit à mieux, en fait. On s'est rendu compte que les FF suivants, la FF15, a peut-être encore plus divisé, peut-être encore plus déçu. Donc là, avec cette sensation-là, on s'est dit, finalement, FF13, c'était peut-être pas si mal. Donc ça reste quand même, malgré tout, et le jeu, on peut lui reprocher des choses, mais ça reste un véritable héritier d'FF10, avec sa construction linéaire et son côté assez spectaculaire.
Et c'est un jeu qui, aujourd'hui encore, hein, vous pouvez le tester et le lancer, de par sa direction artistique, il reste assez sublime. Ouais, il est assez Donc, joli. C'est un jeu qui peut être refait aujourd'hui, des années et des années après. Qui est sur le Game Pass. Hein. Et qui est sur le Game Pass aussi, donc profitez-en. Cette émission n'est pas sponsor. Donc là, on a voilà quelques cas où, comme on dit, hein, l'histoire a donné raison à ces jeux. On a un phénomène de réhabilitation, mais ça reste quand même assez rare dans le milieu du jeu vidéo. Je trouve qu'il y a quelques débats, et on a même pu en avoir, je crois, dans un Sur Strike avec la team, où on se demande on se pose la question sur l'utilité d'une réhabilitation, ou en tout cas d'un remaster, justement, notamment avec Last of Us, où il y a des rumeurs comme quoi Last of Us va revenir. Alors, dans un remaster remake, et on se demandait tous est-ce que c'est finalement utile Last of Us trop tôt. Est-ce que c'est pas trop tôt FF13? Tu l'as bien précisé, FF13, lancez-le sur le Game Pass, il reste super joli. Alan Wake, là, au jeu auquel tu vas parler tout de suite, c'est à se demander est-ce que c'était vraiment utile, parce que il était quand même pas c'est aussi de l'époque 360, oui. C'est plutôt joli, quoi. Et le remaster, c'est qu'il retape un peu certaines choses, notamment les modèles 3D et tout, mais quand on voit les vidéos du Alan Wake d'il y a 10 ans, bah, il reste pas dégueulasse, hein, il avait vraiment une touche particulière. Donc encore plus rare que ces jeux qui sont réhabilités, on a à l'inverse, le cas inverse, donc des jeux qui ont été appréciés à leur époque, mais avec le recul, ou alors justement en les redécouvrant dans le cadre d'une ressortie, bah, l'opinion se retourne un petit peu, et on est là finalement, ouais, c'était pas si ouf en fait. Alors là, j'avoue, c'est purement subjectif, et j'ai 3 exemples qui vont sonner presque comme autant de blagues, hein, mais... Ouais. Moi j'ai déjà du mal avec cette version des faits, quoi. Parce que bon, c'est toujours dur de juger quelque chose hors de son temps. Évidemment. Donc, mais là, voilà, on a eu droit à un remaster de Sonic Colors. Sonic Colors, là, je parle de sorte d'avis général, hein, donc peut-être que tu ne seras pas d'accord, mais c'était assez reconnu comme l'un des rares bons Sonic 3D de ces derniers temps. Ouais. Mais j'en ai discuté avec Ken, un grand fan de Sonic, qui m'a dit ouais, mais tu sais, finalement, même à l'époque, il était pas super et tout. Je fais ah ouais, et tout. Moi, j'en ai vraiment des super bons souvenirs. Écoute, je suis l'exemple parfait. Et vraiment, il me dit mais non, mais t'es sûr, il faudrait que tu le refasses maintenant avec ce remaster parce que, par exemple, les niveaux étaient extrêmement longs, ils étaient répétitifs et tout. Je fais ah mais je m'en souviens pas. Il me fait mais on était plus jeunes, peut-être que c'était un facteur qui était pour nous moins important. C'est-à-dire que si tu pensais ton jeu, même si c'était répétitif, c'était peut-être du cool. Alors qu'aujourd'hui, bah c'est vrai qu'on va pas avoir le même avis sur les mêmes critères en tout cas. C'est vrai que évidemment la grille de lecture change avec le temps, mais est-ce que c'était pas aussi parce que le côté les fans de Sony étaient un petit peu anesthésiés par des mauvais jeux à la chaîne, et si un jeu qui un petit peu mieux, est-ce qu'on dit pas ah putain ça y est Gotti, jeu de ouf. Non, je valide pas cet avis. Alors j'en ai mis une pour Sega, j'en mets une pour Nintendo. Moi, je prends la balle moi-même. Hein. On peut citer aussi, là aussi, il a droit à une version remastered qui est un petit peu passée inaperçue. Alors je crois que c'était en début d'année, mais je suis pas certain. C'est Final Fantasy Crystal Chronicles. Ouais. Et là, pourquoi on le kiffait à l'époque? Parce que les fanboys Nintendo comme moi, on a porté au nu cet épisode parce qu'on crevait d'envie d'avoir du Final Fantasy sur notre console. Et voilà, alors qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, ça reste un espèce de sous-Diablo, pas très passionnant, avec un gameplay, avec la gestion des sorts, des magies, ça reste assez bof, quoi. Assez basique avec ce cristal qu'il faut se trimballer dans un vase, hein, qui va créer une aura de protection, qui était à l'époque pas pratique. Ouais, le jeu a des soucis de rythme, hein, donc là, on a vu que la ressortie, justement, si personne n'en a parlé, parce que c'était un sorte de... On s'est tous regardés en disant, bon allez, on met ça sous le tapis, on l'oublie, on passe à autre chose, donc voilà, ça arrive aussi chez les fans de Nintendo. C'est vrai. Et encore Nintendo, décidément. Ah. Je joue contre ma team aujourd'hui. Skyward Sword. Alors là, je te vais peut-être laisser en dire 2 mots parce que tu avais fait ta dernière chronique de la saison précédente là-dessus. En fait, est-ce qu'on s'est pas rendu compte que non, le motion gaming c'est bon, stop, allez mourir, quoi. Le motion gaming c'était quelque chose de son temps et c'est pour ça que c'est toujours compliqué en fait de juger un jeu hors de sa fenêtre de lancement, ou en tout cas de comme ça oblitérer tout le contexte, hein. Ça c'est quand même très très important. Le motion gaming aujourd'hui c'est dépassé, en tout cas on y est un petit peu moins, ou on n'y est pas avec les mêmes facteurs, hein. On va pas jouer pareil avec le motion gaming. Alors moi je suis assez mitigé sur Skyward Sword, je vous l'avais dit, c'est qu'il y a vraiment quelques éclairs de génie. Ça reste un Zelda, ça reste un jeu Nintendo, il y a des choses qui sont très bien, mais c'était un jeu qui était trop plié en 4 pour rentrer dans le motion gaming, et qui aujourd'hui est complètement contre son temps. Et c'est le problème des réhabilitations, que ça soit dans un sens ou dans un autre, hein, c'est toujours le problème, c'est recontextualiser, quoi. Exactement, et justement on se pose la question du bienfait de ces remasters ou de ces remakes, mais parfois il vaut mieux laisser ses souvenirs un petit peu en paix, hein, et pas revenir sur les trucs du passé, parce que ces 3 jeux évidemment, hein, si ça a été apprécié à l'époque, c'est parce que ça reste des jeux qui sont corrects au minimum, hein. C'est évidemment pas des jeux dont on découvre d'un coup qu'ils sont nuls à chier, là où personne s'en était douté. Alors, parmi ces réhabilitations positives ou négatives, dans quel camp se place Alan Wake? Suspense, hein. Il faut dire que le jeu, en 10 ans, même 12 ans, quasiment 12 ans, il a eu le temps de devenir culte et il s'est forgé une vraie communauté de fans. Et si bien que, avec sous la pression de ces fans-là, il semblerait qu'une suite soit enfin dans les tuyaux.
Donc une suite qui serait développée grâce au portefeuille d'Epic Games. Ça n'a pas été confirmé, mais c'est à peu près certain. Et justement, Epic avait signé avec Remedy pour 2 jeux, dont ce remaster d'Alan Wake. Oui. Alors, est-ce que mon avis sur Alan Wake a changé? Eh bien, finalement, pas d'un iota. Et ça en est même un peu bizarre, hein, parce que c'est comme si le jeu vidéo ou moi-même, on n'avait pas changé en 12 ans. Parce que ce que je vais vous dire aujourd'hui, je pense que j'aurais pu vous dire la même chose à l'époque, à la virgule près. Donc comme quoi, parfois, hein, on reste un petit peu conscient de ses idées. Tu viens de le dire, c'est même bizarre. C'est-à-dire que t'as exactement le même avis, alors que l'industrie a changé, tu as fait des dizaines, centaines de jeux depuis. Enfin, j'ai hâte. Dis-moi en plus. Alors Alan Wake, faut savoir, ça prenait la mode de l'époque, hein, de découper son jeu en épisodes avec un previously on, etc. pour apporter une narration série télé qui était très à la mode à l'époque. Et faites une petite expérience, hein, vous faites juste le premier épisode, hein, ça dure 1h30, 2 heures. Et à mon sens, hein, tu me diras si t'es d'accord, mais dès cet premier épisode, on a un aperçu quasi complet de ce que sera l'expérience Alan Wake dans son intégralité. À savoir une petite randonnée dans une forêt de conifères, hein, typique du nord des États-Unis, avec des ennemis qui vont surgir par grappe et qu'il faut alors gérer. C'est vraiment là la difficulté du jeu, d'avoir cette gestion des foules, hein, donc le crowd control, comme on dit en anglais. Et donc l'action se passe il faut éclairer avec sa lampe de poche les ennemis, donc en surveillant quand même une batterie pour sa lampe de poche et rajouter justement de l'énergie si besoin. Et cette lumière va ôter le bouclier de ténèbres des ennemis, et ça permet à ce moment-là une ouverture pour pouvoir les abattre avec son gun, hein, que ce soit un petit pistolet ou un fusil à pompe. Et dans une ambiance qui se veut gentiment thriller, hein, donc tout ça pour dire c'est jamais vraiment flippant. Non, mais je pense pas que ça a l'ambition de vouloir nous faire peur. C'est du thriller, quoi. Ça veut rester quand même, je pense, une ambiance un peu pesante, un peu pesante. Voilà, quoi. C'est pas horrifique. Moi, j'aurais pas dit horrifique. Je ne dis pas horrifique non plus, je suis d'accord. Voilà. Ce premier épisode, est-ce que t'es d'accord pour dire que ça résume l'expérience? Ouais, je suis 100% d'accord, mais c'est quelque chose qui est positif et aussi quelque chose qui est négatif, c'est-à-dire qu'un premier épisode peut être aussi une belle note d'intention. On va montrer un panel de ce que sera l'ensemble du jeu, mais ça aussi démontre qu'il n'y a pas une grande évolution, pas beaucoup de surprises et peut-être un rythme assez plat sur l'ensemble du jeu. Alors j'avais pas forcément remarqué à l'époque, hein, je pense, mais Alan Wake, ça m'a frappé aujourd'hui, c'est que c'était un véritable enfant de Resident Evil 4. On sait, hein, le jeu de Capcom qui a influencé l'ensemble des TPS qui sont sortis après lui. Et là, il s'est glissé dans la brèche, hein, du jeu d'ambiance. Alors déclinaison un petit peu horrifique malgré tout, mais très action. T'as dit horrifique? J'ai dit horrifique. Et je pense que c'était l'intention des devs. Hein, déclinaison. Mais quand on compare à RE4, évidemment, la comparaison elle fait mal, hein, parce que Alan Wake n'a rien de la qualité d'un RE4. Les situations, les ambiances, les décors et les mouvements du perso sont pas du tout variés, et c'est là tout ce qui faisait la force de RE4 et qu'on peut justement regretter dans Alan Wake. Il y a même pas de localisation des dégâts, hein, qui dans RE4 permettait de jouer un petit peu avec ses ennemis, de pouvoir gagner du temps en tirant dans les jambes d'un ennemi par exemple, ou en le désarmant carrément directement dans sa main. Et le jeu il mise un petit peu sur les mêmes pics de tension, donc notamment sur le surnombre des ennemis qui arrivent de manière incongrue, pour provoquer ces moments un petit peu de tension, mais il va jamais finalement développer aucune autre mécanique de la peur, donc ça reste uniquement lié à cette question d'intensité qui va te mettre un petit peu des coups de presse, quoi. Et le souci, en fait, c'est qu'on va faire la même chose pendant 10 heures. C'est vrai. Pour l'instant, on commence à se douter qu'on n'a pas exactement le même avis. Non, mais je vais pas le défendre maintenant pour tout, mais c'est qu'il a sa plus grande force, c'est pas forcément son gameplay. C'est pour ça que je suis d'accord avec toi. C'est vrai qu'on fait sur l'ensemble des 10 heures, hein, grosso modo, de l'aventure, un peu la même chose. Néanmoins, si on devait caricaturer beaucoup de jeux, je sais pas, Tomb Raider, c'est vrai qu'on fait souvent la même chose. On va tirer sur des gens dans des grottes. On peut résumer facilement aussi un jeu comme ça, je pense. Alors il y a quand même, alors je l'ai dit, le jeu découpe un épisode, il y a quand même 2 épisodes, les 4 et 5, qui surnagent un petit peu, parce que justement, ils varient un petit peu les situations, mais ils ont le tort, hein, de passer après un épisode 3 qui, je trouve, est le moment bascule, en fait. C'est un épisode qui est super long, qui est super chiant, parce qu'on fait vraiment la même chose pendant plus de 2 heures, et c'est là où ça vient un peu faire chanceler le rythme du jeu, et c'est là où s'est créé un petit peu la bascule, alors que les 2 premiers chapitres étaient plutôt intrigants, tu vois, on te pose le concept, on te pose les bases, c'était plutôt sympa. Après, ce que je dis, ça me fait vraiment pas plaisir, parce que c'est un jeu quand même qui est attachant, comme les Remedy, comme les Sam Lake. Ça, c'est vrai. C'est quand même un jeu qui a des vraies qualités, qu'on le veuille ou non, hein, notamment cette narration. Donc on incarne un écrivain, donc Alan Wake, qui va faire la narration du jeu à haute voix, en fait, en voix off pendant qu'on joue, et qui va décrire tout de manière assez littéraire et tout, et qui rend vraiment un côté vraiment sympa. L'ambiance, on l'a dit, elle est plutôt cool. La narration, moi je l'aime bien appuyer dessus parce que on a bien insisté sur le fait que le gameplay était pas ouf. La narration, je la trouve
pas exceptionnelle, mais presque. Elle est vraiment super. Elle est sur différents niveaux. Il y a, comme tu l'as dit, la voix off du personnage de Alan Wake qui va en fait dérouler une narration sur un certain plan, mais il y a aussi ces pages de manuscrits que tu vas trouver. L'intrigue du jeu en fait nous fait découvrir un livre qu'on a écrit mais dont on a aucun souvenir, et en fait ces pages de manuscrits vont nous raconter la suite du jeu. Alors c'est parfois la suite directe, ce qui va se passer dans quelques minutes, donc ça va créer une tension, et parfois c'est des pages du livre qui sont bien plus éloignées, donc on va nous parler d'un élément qui va pas arriver tout de suite, on finit par l'oublier et puis hop il revient dans la réalité du jeu. Je trouve ça très intéressant. La narration aussi qui est développée par les autres personnages, Barry donc qui est doublé par le même doubleur de Cartman, ouais, qui est excellent et qui fait je pense le fort de l'épisode 4 où il est très très présent, et il est très drôle avec son Alan Wake en carton qui trimballe partout. Franchement on s'est quand même marré. L'humour ça reste un des points qui est plutôt à mettre au crédit du jeu. Et il y a aussi une couche de narration. C'est vrai que Alan, le personnage va croiser des télés avec donc une fausse émission, mais c'est pas ça dont je veux parler. C'est il va se voir aussi projeté joué par un vrai acteur cette fois, et c'est encore une fois une nouvelle couche de narration parce que ça va raconter quelque chose. Est-ce que ça va raconter en fait ce qu'on est en train de jouer? Est-ce que ça raconte la réalité? On sait pas. Donc on se voit quand même avec plusieurs couches de narration différentes, une spécialité de Remedy. C'est vrai qu'ils sont eux spécialisés dans la narration. Donc voilà, moi ça je trouve que c'est quand même un point assez positif du jeu. Ouais, et qui a pour le coup pas vieilli. Donc tu parles de réhabilitation, c'était à l'époque vachement bien, ça reste aujourd'hui vachement bien parce que des jeux qui vont développer comme ça plusieurs méthodologies pour raconter une histoire, c'est pas si fréquent que ça. Je suis d'accord là-dessus, ouais. Mais c'est vrai que le propos du jeu reste intéressant, ça c'est une sorte de on décline un peu un jeu sur la création artistique, donc on est sur un univers un peu démoniaque et qui se nourrit de la création d'auteurs ou etc. pour en faire une réalité. Et donc c'est un peu du Silent Hill moins glauque, quoi. C'est que il y a un univers qui est parallèle, il y a un personnage qui est piégé dans cet univers parallèle. On sait pas qu'est-ce qui est vrai, on sait pas qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui est dans sa tête, qu'est-ce qui ne l'est pas, comment ce monde a été construit, comment il se nourrit. Alors, c'est vrai que j'essaye de le sauver un peu, mais Silent Hill, c'est un gros mot, de dire, oh là là, t'imagines comme, je le mets pas en parallèle, mais c'est une passerelle. un petit. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Un petit pont. Ouais, je suis assez d'accord, mais quoi qu'il en soit, ça reste évidemment influencé par Stephen King, qui est cité la première phrase du jeu, donc là-dessus, il y a aucun problème, c'est assumé à 1000%. Et je pense que c'est un jeu qui pourra justement toucher les fans de littérature de Stephen King. Exactement. Et l'univers littéraire, moi, je sais que j'aime bien, j'ai un petit King sur ça, et même les films, en fait, qui vont mettre en scène, je sais pas, la 9e porte, toi tu l'aimes pas ce film, tu vois. Ouais. Et tout ce délire, moi dès que ça parle un peu d'édition, d'auteurs tourmentés et tout, je suis pas du tout romancier, j'ai pas du tout cette vérité, ce désir, mais j'aime bien. Je sais pas, je trouve que ça a un petit côté romantique sympa, et des jeux qui ont cette thématique, il y en a très peu, alors qu'il y a beaucoup de films, beaucoup de romans qui vont traiter de ce sujet. On en reparlera à la fin de ta chronique, j'ai un petit truc là-dessus. Et je pense que c'est aussi quelque chose qu'il faut soulever si vous aimez bien ce délire. Alan Wake peut vous plaire pour ça, quoi. Alors après, une vraie originalité aussi, et là on aime ou on n'aime pas, mais c'est quand même courageux, je trouve, de faire de son héros quelqu'un de pas très sympathique. On se rend compte que Alan Wake, c'est quand même un gros connard, quoi. C'est génial. Non mais bien sûr, t'as tout à fait raison, mais c'est génial parce que c'est quand même assez bien joué. C'est-à-dire que les doubleurs, moi j'ai joué en français, sûrement en anglais c'est très bien. Je trouve chouette, je les trouve très caractérisés, très forts, très ils ont beaucoup de personnalité ces personnages, ouais. Et ce Alan Wake est détestable. Parce qu'en fait, on joue un romancier, mais on joue un romancier extrêmement connu. C'est-à-dire que c'est du Stephen King à son prime, qui est reconnu par absolument tout le monde. Et là, ils vont au fin fond des montagnes, et tout le monde reconnaît Alan Wake. Donc, on joue une star donc qui est extrêmement pédante, qui est détestable, quoi. Et justement, qui a une raison en plus d'être vénère, c'est qu'il traverse une petite crise de la page blanche. Ouais, donc, il est justement là pour se ressourcer un petit peu, pour retrouver un petit peu l'envie de créer. Donc voilà, toutes ces choses font que le jeu il a quand même des points positifs et que j'ai envie de l'aimer. Et au final quand même ça reste un jeu qui porte tout l'ADN de Remedy. Tu commences à en parler par rapport à la narration, c'est que ça reste un jeu qui est majoritairement tourné autour de l'action, qui utilise ce floutage entre réalité et fiction avec justement du cross-média avant l'heure. Tu l'as dit, on a des séquences filmées avec des vrais acteurs qui vont un petit peu appuyer la narration, comme il développera encore plus dans Quantum Break. Oui. Le jeu était intercalé entre phase de jeu et phase de série télé carrément filmée en live, quoi. Et donc toujours pareil aussi ce souhait de Remedy de mettre en avant l'ambiance et le lore travaillé de son jeu. Ouais. Et là, ça reste un jeu très chiant à mon goût. Donc voilà, la réhabilitation parfois ça marche, mais en général on peut faire confiance à ses souvenirs.
Donc, Ce qui concerne la place en fait dans l'histoire du studio Remedy, moi j'adore les studios en fait qui ont une patte et qui creusent un sillon et qui vont continuer. Je sais que tu seras d'accord avec moi, mais des studios comme Quantic Dream qui peuvent être parfois tu vois raillés, mais c'est des gens, des studios qui ont une volonté et qui vont creuser. Éditorial, ils ont un truc à creuser quoi. Et Remedy c'est exactement ça. Et tu t'en as parlé, Alan Wake. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut vraiment le placer dans l'histoire du studio. Si tu prends Alan Wake et que tu regardes un peu en arrière, il y a Max Payne et tu reconnais dans Alan Wake en fait c'est la gestuelle du personnage. Je trouve les déplacements, les animations. C'est comme s'il pouvait scroller comme un FPS sur le côté. Il y a ce délire Max Payne où il y a une maniabilité un petit peu particulière, même avec certains ralentis quand tu évites, quand il se contorsionne pour éviter des ennemis. Ou même quand tu tues le dernier ennemi d'une scène, t'as toujours un petit ralenti. Comme exactement. Max Payne, tout ce qui est sound design, je me demande si c'est pas la même banque de son parce que vraiment ça sonne comme du Max Payne. Donc ça, c'était si tu regardes en arrière. Et si tu regardes dans le futur, tu l'as évoqué, c'est Quantum Break avec toute cette narration qui est un petit peu différente, les épisodes, le film quand c'est filmé en live. Et c'est vraiment rigolo, c'est qu'on a extrait, là on parle de réhabilitation, donc on va extraire un jeu d'un historique en fait du studio. Et ce qui à l'époque on pouvait pas faire, c'est regarder dans le futur. Aujourd'hui on peut. Et donc on peut vraiment voir qu'il y a une paternité avec ce qui se passe précédemment et qu'il y a une influence sur ce qui va se passer sur le futur. C'est toujours très intéressant et c'est pas le cas de tous les studios quoi. Ouais, et puis c'est vrai que souvent ces studios, on a de l'affection pour eux comme on l'a dit parce que ça peut être un peu irrégulier parce qu'ils tentent des choses et souvent ils défrichent un terrain qui sont les seuls à explorer. Et voilà, parfois tu vas un peu trop loin, tu te loupes comme avec Quantum Break, je pense qu'on sera d'accord pour dire que c'est certainement leur plus mauvais jeu. Mais justement, ça a été suivi par Control qui est à mon sens le meilleur jeu Remedy, un jeu que j'ai adoré, que je conseille. Ouais. Et puis Control, il y a une filiation avec Alan Wake, c'est que a posteriori, ils ont décidé d'en faire un monde commun, pas un peu un multivers, comment on dit, un univers partagé. Ouais, partagé. Voilà, mais ça va dans le sens de ce qu'on dit, quoi. Qu'il y a un vrai truc autour de Remedy. Et je suis curieux de voir. Alors, j'ai pas fait le DLC de Control, mais de voir Alan Wake interagir un peu dans cet univers. Je trouve que ça marche bien, quoi. Et c'est marrant, tu vois, les jeux Remedy. Là, ils commencent à s'enchaîner et je me demande s'il n'y a pas une majorité de jeux que j'aime moins, tu vois, de Remedy. Pourtant, c'est un studio, moi, qui reste vraiment très haut dans ce que j'aime et je serai toujours à y jouer Day One à ces jeux. Même si, finalement, j'aime pas tant ça, pas tant les jeux de Remedy, c'est chelou. C'est chelou. Alors, on a parlé du jeu, mais on va quand même dire un mot sur les DLC, les DLC qui avaient été proposés à l'époque, après la sortie du jeu, que je n'avais du coup pas fait parce que j'avais pas spécialement apprécié l'expérience. Donc ils avaient eu plutôt bonne presse et la réputation d'avoir apporté quelque chose à la formule, donc ce qui fait que j'étais quand même assez chaud parce que ils semblaient combler un manque du jeu en tant que tel. Et là c'est un petit peu quand même la déception parce que voilà, c'est un peu, on reste dans le même type de gameplay. Je te les avais vendus. Tu me les avais un petit peu vendus, mais tu n'étais pas le seul, donc on repasse aussi dans les mêmes décors déjà visités. Les niveaux sont des amalgames en fait de ce qu'on a déjà vu avant. Il n'y a pas vraiment de création de nouveaux assets, ça c'est un petit peu quand même dommage. Et ça emploie une mécanique qu'on avait pu découvrir à la toute fin du jeu en fait, où t'as des mots qui apparaissent, donc Alan Wake c'est un auteur, donc t'as des mots qui apparaissent dans le décor que tu dois illuminer et qui vont pouvoir réagir derrière. Donc en soi ça change pas grand chose, c'est-à-dire qu'au lieu de trouver tes armes ou tes munitions par terre, tu les trouves en illuminant un mot, donc ça change pas masse. C'est une bonne idée qui avait été peu exploitée, donc c'est logique qu'elle se voit recyclée dans les DLC. Oui, mais voilà, après ça reste les mêmes balades dans la forêt, le même gameplay limité et une histoire, malgré 2 DLC de quasiment donc 1h30 chacun, l'histoire n'avance pas tellement. Ouais. C'est quand même dommage parce qu'on se situe là dans un monde mental, donc on pouvait s'attendre à un peu plus de folie. Alors, il y a quand même des phases sympas, donc je parlais des mots que tu dois éclairer pour interagir avec. Il y a une séquence où tu es dans une plaine où les mots en fait ce sont des ennemis et donc toi tu es attaqué par des espèces de livres volants, donc comme les corbeaux dans le jeu, et donc faut te débrouiller pour ne jamais éclairer ces mots-là pour ne pas faire apparaître les ennemis. Et le second DLC quand même qui je trouve reste plutôt cool, donc l'écrivain il s'appelle. Et lui, à mon sens, ça reste le meilleur épisode d'Alan Wake qu'on nous ait proposé à ce jour. Okay. Donc, qui est dans le level design plus inventif, justement, qui met un peu plus à profit ce côté monde mental, ce que ne faisait pas le DLC précédent. Et qui, là, utilise la mécanique des mots de manière un peu plus maligne, un peu plus originale. Par exemple, à un moment, tu dois traverser une zone remplie d'ennemis et t'as un mot, alors je sais plus parce que c'est en anglais, mais c'est genre le mot explosion qui va, si tu l'éclaires, fait exploser les rochers à proximité. Ah, je m'en souviens de ça. Et ça laisse du coup la place à un phare en fait d'éclairer la scène, donc il n'est plus caché par le rocher en question. Et donc tu dois gérer toi la destruction de ces rochers pour permettre au phare d'éclairer les ennemis et toi d'avancer en permettant à ces ennemis de se faire buter par le phare de manière plus facilitée, quoi. Ouais. Donc le souci c'est que ça reste quand même des DLC qui sont typiques de l'époque à laquelle ils sont sortis, là où à un moment où les développeurs savaient pas trop quoi faire des DLC, comment les traiter. Donc est-ce que tu dois apporter de la nouveauté scénaristique ou du gameplay? Mais dans ce cas-là, pourquoi tu l'as pas fait dans ton jeu de base? C'est ça. Est-ce que tu dois juste prolonger l'expérience uniquement pour faire plaisir aux fans? Mais à ce moment-là, à quoi bon?
Donc voilà, c'était un petit peu la question que les gens se posaient à l'époque. Un petit rappel quand même pour nuancer, c'est que le premier DLC était gratos, hein, donc si t'achetais le jeu, tu pouvais télécharger le DLC gratuitement. Plutôt cool. Et le second coûtait seulement 6 balles, hein, donc quoi qu'il en soit, ça reste pas une arnaque non plus, c'était plutôt raisonnable. Donc ces 2 DLC sont offerts, enfin sont intégrés à la version remastered, contrairement au dernier DLC qui s'appelle An American Nightmare, t'en parlais, qui est dispo dans le Game Pass. Alors lui, donc du coup, je ne l'ai pas fait, hein, mais ça reste un exercice de style, une sorte de spin-off. Ouais. Il y a même un mode arcade, hein, c'est un peu, je sais pas si t'es d'accord, parce que tu l'avais un petit peu essayé à l'époque, c'est une sorte de mode mercenariste dans Resident, quoi. C'est exactement ça, ouais. C'est du pur gameplay, du pur scoring, ça n'apporte rien à l'ambiance, à la narration et à l'histoire. Donc voilà, peu d'intérêt, et d'ailleurs, hein, si les devs ont choisi de ne pas l'inclure dans le remaster, à mon avis, c'est que eux aussi étaient assez d'accord là-dessus. Juste pour finir, je te propose qu'on parle 2 secondes de la suite, hein, de cette suite hypothétique et qui semble quand même se rapprocher. C'est un vrai sujet, hein, parce que Alan Wake, on l'a dit, c'est un jeu attachant, donc il y a quand même une base, mais je pense qu'il y a beaucoup trop de limites actuellement. Remedy a quand même eu 10 ans maintenant pour réfléchir à une suite. Donc voilà, après Control, que j'avais trouvé très cool, je reste assez curieux. Enfin, ce qu'il faut quand même, le premier mot d'ordre, à mon sens, c'est de la variété, quoi. Apporter de la variété au jeu, à l'expérience. C'est vrai qu'ils ont une base là qui est solide, hein. On peut penser à d'autres jeux comme Uncharted, Assassin's Creed, qui ont en fait posé un premier jeu avec un squelette et l'ont enrichi, l'ont vraiment agrémenté pour un numéro 2. Je pense que Alan Wake, c'est un peu différent, c'est-à-dire qu'ils ont cette base, mais ils vont pas partir de ça pour vous construire l'épisode suivant. Il faut le rappeler, Alan Wake, le premier du nom, c'était à la base un monde ouvert en fait. Il y a une vidéo qui est disponible, la vidéo proto de 2005. Rappelez-vous, la communication du jeu de Alan Wake à la base était très articulée autour d'un moteur de jeu aussi, où en fait on voyait Alan courir poursuivi par des rondins de bois en fait. Et on peut voir des reliquats de ce moteur de jeu qui est plutôt solide, hein, qui est pas exploité dans le jeu, mais on voit en fait tous ces les objets qui sont en fait physiqués, comme on dit aujourd'hui. Physiqués, mais qui sont, tu sais, pris par l'esprit maléfique en fait, et qui vont t'attaquer. En fait, ils ont une gestion physique et le moteur qui est plutôt solide, assez correcte et assez convaincante. Ça, c'est l'héritage en fait de ce monde ouvert et de ce moteur qui a été développé pour le proto de Alan Wake, mais ils ont vu qu'en avançant, le jeu il tenait pas sur un monde ouvert et que finalement ils ont revu leur scope en se disant on peut pas faire un monde ouvert, on le fait pas. Chose que par exemple d'autres jeux ils font non, on veut faire absolument un monde ouvert. Alors désolé Damien, on parle de Damien tout le temps, mais tu vois par exemple Deadly Premonition et No More Heroes n'ont pas revu leur scope. Ils avaient envie de faire des mondes ouverts, ils ont pas les moyens de faire un monde ouvert, mais ils l'ont fait quand même. Je trouve que c'est un problème. Remedy on dit non, on a alors peut-être pas la capacité financière et de production, ou ils ont pas avancé suffisamment sur le monde ouvert pour faire quelque chose de crédible. C'était peut-être en termes de rythme aussi, qui trouvaient pas leur compte, que ça fonctionnait pas. Donc ils se sont rabattus sur l'épisodique, sur le linéaire. Le jeu reste très linéaire, hein. C'est vrai qu'on évolue en forêt. C'est ça. Mais en fait, le jeu, on le sent, tu vois, il est meurtri, cabossé, il porte les stigmates de ce développement de monde ouvert. Oui. Alors c'est pas pour le défendre, mais on peut comprendre ces allers-retours que tu fais dans un mode linéaire dans Alan Wake. Si tu t'imagines que ça devait être quelque chose qui était réalisé en monde ouvert, c'est une autre façon de voir le level design. C'est vrai qu'on s'ennuie un peu. Les allers-retours en forêt sont longs, mais néanmoins, avec un monde ouvert, tu l'arpentes pas pareil. Tu peux avoir des véhicules. Et voilà, c'est pour ça aussi qu'on retrouve ces séquences où parfois, on a un véhicule pour traverser une zone bien trop longue, hein, et qui n'apporte pas grand-chose en fait. Hein. Mais c'est vrai qu'un truc qu'il faut se rappeler, c'est qu'à l'époque, Alan Wake, quand il est sorti, c'était une vraie arlésienne du jeu vidéo. Hein. On en parlait comme un projet qui traînait dans les bas-fonds du développement depuis un moment. C'était un vrai AAA aussi. Hein. C'était qu'il était extrêmement attendu. Il était soutenu par Microsoft. Il faut savoir que le remaster sort aujourd'hui et qui permet aux joueurs Sony de pouvoir y jouer, mais à l'époque c'était une exclue. Hein. Donc c'était un vrai fer de lance de Microsoft pour la Xbox 360. Ça, puis Remedy sortait de Max Payne, hein, 2 jeux qui avaient été unanimement salués et qui étaient techniquement très très à la pointe. Hein. Mais tu vois, même le gameplay, c'est vrai que le gameplay il est extrêmement basique, hein, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais on juge pas le gameplay d'un jeu en monde ouvert qu'on va juger le gameplay d'un jeu linéaire. C'est vrai qu'on attend une plus grande richesse, on attend quelque chose qui va être plus challengeant dans un jeu linéaire, dans un jeu à monde ouvert. Tu prends, pour reprendre Assassin's Creed ou d'autres jeux qui ont été en monde ouvert basique, hein, les premiers épisodes, c'est assez en fait classique, parce que en fait tout ce qui va nourrir le jeu, c'est ce monde ouvert, c'est les interactions. Et là en fait, le jeu il devait être un monde ouvert, il ne l'est plus. Il se retrouve avec un gameplay qui devait être un monde ouvert, il ne l'est plus. Ça se retrouve que c'est très basique. Néanmoins, tu parlais de la suite. Moi j'espère qu'ils vont pouvoir retomber sur leur pattes en fait et peut-être proposer ce qu'ils avaient en tête, c'est-à-dire un thriller en monde ouvert et d'avoir vraiment quelque chose qui est extrêmement immersif, une enquête
dans un monde ouvert qui est quelque chose de plutôt rare. Ouais, il faut dire qu'ils se sont toujours pas frottés au monde ouvert malgré tout. Leurs 2 projets suivants ne sont pas allés sur ce terreau-là. Parce que ça fait flipper, ça. Control avait un côté, sans parler de monde ouvert, mais un côté un peu Metroid, donc où t'étais dans une seule bâtisse et t'avais du backtracking à faire. À voir, je suis curieux, c'est vrai que le monde ouvert, aujourd'hui, c'est un peu la tarte à la crème, tout le monde veut faire son monde ouvert, mais ça reste un challenge humain, un challenge de développement malgré tout, hein, donc... Ça reste peut-être le plus gros challenge encore en tant que développement de jeux vidéo, donc c'est pas à la portée de tout le monde. Est-ce que tu veux que... Moi, je vous ai parlé tout à l'heure du petit kink d'écrivain, romancier, tout ça. Je sais qu'à l'époque, moi, j'avais vraiment été passionné par l'univers d'Alan Wake. On avait eu la chance, nous, de recevoir le dossier de presse, on avait eu la chance d'avoir la collector. Tout ça, en fait, était accompagné de plein de goodies. Il y avait un petit livre, il y avait la map de la ville, il y avait plein de trucs, en fait, qui pouvaient permettre d'aller un petit peu plus loin dans l'univers. Mais aussi, je m'étais renseigné et en fait l'équipe de développement s'était appuyée sur plusieurs œuvres littéraires pour construire en fait leur monde, et ces œuvres elles sont disponibles, vous pouvez les lire et elles sont tout à fait cool, et à l'époque je les avais lues et j'avais trouvé ça trop bien. Ah ben vas-y, cool, dis-nous en plus. Donc il y a un premier livre qui s'appelle Le Livre des Illusions qui a été écrit par Paul Auster, donc Paul Auster c'est la trilogie New Yorkaise, tout ça c'est pas n'importe qui, hein, donc c'est quelque chose de très stylé, je vous le conseille, il est vraiment bien. Là c'est un délire plus sur la création artistique, mais c'est dans le monde du cinéma et dans le monde du cinéma en noir et blanc, donc c'est pas exactement le délire roman, édition et tout, mais ça parle de la création artistique. Il y a Lunar Park, donc qui est un livre de Bret Easton Ellis. Là, c'est du 100% Alan Wake. Hein. C'est vraiment un écrivain, donc c'est même une projection de Bret Easton Ellis. Hein. Donc là, si vous avez aimé Alan Wake, allez-y, foncez. Et le dernier conseil que je fais, c'est La Maison des Feuilles, hein, donc de Marc Danielski. Ça, c'est un livre qui n'est hélas je crois plus disponible. Moi, je l'avais chopé à l'époque dans une médiathèque, et en fait, c'est tout ce qui a inspiré le délire typographique. Et en fait, le livre est extrêmement dur à lire, extrêmement dur à appréhender, parce que c'est le gros bordel. C'est-à-dire que tu tournes les pages, il faut tourner le livre, il y a des choses qui sont écrites en diagonale, ça change de corps, ça change de police. C'est vraiment le foutraque. C'est quelque chose qui nous a beaucoup inspiré, par exemple dans des livres comme Jojo, Doctor Who, des livres où on essaye de vous proposer, en fait, avec la matière édition classique, plutôt du texte brut, on essaye de vous proposer des choses qui sortent en fait d'une lecture linéaire. Et ben La Maison des Feuilles, c'est juste la base de tout, et la base de tout ces expérimentations dans l'édition. Donc voilà pour ces 3 livres, hein, n'hésitez pas du tout, si ça vous intéresse, à foncer là-dessus. Ouais, puis on en parlait tout à l'heure, le film Fenêtre secrète avec Johnny Depp qui est carrément dans le délire. Hein, qu'est-ce que c'était la 9e porte? Ouais, mais c'est quoi la 9e porte? C'est aussi un film avec Johnny Depp, mais c'est un Polanski. Mais le Fenêtre secrète, voilà, c'est le film où on n'est pas forcément d'accord tous les deux, mais ça reste carrément dans le délire, quoi. Ouais. Mais parce que la 9e porte, je crois qu'il y a aussi un délire où en fait il faut qu'il retrouve un livre, hein, qui est maudit, et tout. Une histoire de manuscrit. Il y a une histoire de manuscrit, hein. Il y a de quoi faire là-dessus si vous kiffez. En tout cas, Alan Wake, n'hésitez pas à nous dire si vous l'avez apprécié après coup ou si vous l'avez apprécié à l'époque, hein. On sait jamais. On sait jamais. En tout cas, Nico est resté droit dans ses bottes. Il a pas changé. Ça m'embête, j'aurais aimé changer d'avis. Il n'a pas changé d'avis. Tu vois, moi le remaster, je l'ai refait entier. Ça me permet de replacer un truc que j'ai oublié de dire. Je l'ai fini, et en fait, j'espérais le finir pour pouvoir débloquer les commentaires audio. Donc les commentaires audio, c'est chose très rare dans les jeux vidéo où justement les créateurs vont, en même temps que tu joues, te parler de la création, chose qui est extrêmement classique dans les Blu-ray, tout ça, les bonus DVD depuis toujours, hein. Et en fait, tu peux le raconter, tu m'as cassé mon délire. Voilà, donc je t'ai appris qu'il n'y avait pas besoin de finir le jeu pour débloquer les commentaires. C'était faisable dès le début dans le menu, donc t'étais salé. Tout est même débloquable, c'est-à-dire que tu peux choisir l'épisode tout de suite. Voilà, si un épisode qui vous plaît pas, vous pouvez passer au suivant. Tout est débloqué d'office, vous pouvez choisir même le mode de difficulté, et donc les commentaires audio des devs qui sont souvent passionnants. Enfin, les gars de Remedy, on sait qu'ils sont souvent passionnants aussi. C'est bien fait. En fait, tu vois la tête de Sam Lake en bas ou de la personne qui va intervenir. Néanmoins, hélas, c'est pas sous-titré. Que ça soit en français ou même en anglais. Donc il faut vraiment être très attentif. Moi j'avoue, j'ai pas un niveau d'anglais ouf, donc comme Sam Lake n'est pas natif anglais, il a un anglais parfait, mais assez compréhensible. Donc franchement, vous pouvez y aller là-dessus. Néanmoins, j'ai pas refait les DLC. Et parce que je me t'ai dit, garde ce souvenir, j'avais vraiment ces DLC, je me dis c'était vraiment le meilleur, et des fois, comme tu l'as évoqué, il faut parfois garder ces souvenirs tels qu'ils sont. Mais tu peux zapper le premier et faire le second, hein. Comme je te dis, moi le second, ça reste, je trouve, le meilleur moment d'Alan Wake, donc... Carrément. On vous conseille quand même ces DLC. Est-ce que c'est pas
l'heure. Le moment. Le moment du top 3, de l'interlude top 3, et cette fois c'est l'interlude top 3 des jeux au concept trop chaud à expliquer, qui nous a été soumis par personne. Ça fait partie de notre liste à nous. De temps en temps on va piocher dans cette liste. Alors donc top 3 des jeux au concept trop chaud à expliquer, je te demande pas de nous expliciter ce que ça veut dire, je pense que c'est assez clair. Ouais, juste c'est peut-être Deathloop qui nous a donné l'idée, hein. Donc un jeu qui a un concept bizarre ou compliqué à faire. Alors, le jeu n'est peut-être pas compliqué en tant que tel, ouais, mais le concept est chelou. Néanmoins, il y a un twist. On va pas faire ce top 3 en donnant le nom des jeux. On va vous expliquer le concept et c'est à vous de deviner. Ou en tout cas, nous, on va essayer de mutuellement deviner le jeu de l'autre. Je te laisse commencer avec ton top 3. Alors, dans mon top 3, dans ce jeu-là, donc, il faut commencer par ajuster l'eau et la température d'un aquarium. Et pour finalement faire éclore un œuf. Et en fait, tu dois laisser évoluer une sorte de poisson chelou qui a une tête d'humain. C'est très chelou. Mais bon, je pense que c'est assez facile, hein, ouais, reconnu. C'est Seaman. Seaman, voilà, le jeu Dreamcast, hein, qui est ultra chelou. C'est du chelou. Là on est 100% dans le chelou et je pense que niveau concept on est quand même dans quelque chose de perché. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a même pas tellement de concept à expliquer parce que le jeu n'est pas vraiment un jeu, c'est une sorte de Tamagotchi malaisant, un peu bizarre. Ouais, mais je pense qu'on s'est potentiellement fait piéger, on n'a pas fini de faire notre top 3, mais je pense qu'il y a des jeux extrêmement connus, mais au concept bizarre, mais on est tellement familier au concept que finalement... c'est possible. Mais tu vois, alors que là, je pense que tous les deux on est partis dans le délire de chercher des jeux chelous. Oui. Allez, moi je commence avec mon top 3. Alors, c'est un action RPG, dans lequel en fait les phases de combat, c'est représenté sur un plateau. C'est du 3 contre 3, et chaque perso en fait a ses spécificités. Donc t'as ta rapidité, force, magie. Et en fait, tu peux te taper dessus, mais tu peux aussi influencer sur le plateau. Mais le vrai but en fait, c'est de mettre une boule de lumière qui a une sorte de ballon dans le camp adverse. Est-ce que tu l'as ? Ah oui, je crois bien, c'est un jeu récent de 2017. de Super Giant. Super Giant. Pyre, c'est ça. C'est Pyre, bien joué. Là, je me rappelle du podcast qu'on avait fait où tu essayais d'expliquer justement le concept. Je l'ai pas réécouté parce que j'ai honte, je pense. Et c'est le premier Surstrike oui, dans de l'époque avec Arta qu'on embrasse au passage. Ouais, non, je me souviens galérer en fait à l'époque d'écrire en fait ce concept de jeu. Pour le coup là, c'était tellement compliqué que c'est leur jeu qui a certainement le moins fonctionné, dont on a le moins entendu parler. Ouais, quoi, mais qui est quand même très très sympa avec une narration très cool et un système de combat en forme de balle au camp basketball. Donc voilà. À toi pour ton top 2. Alors mon numéro 2 se passe au temps des samouraïs, hein, donc en gros t'es un général d'armée qui va devoir diriger son armée, mais tu le fais à la voix parce que donc le jeu nécessite un micro. À la voix avec tes mots à toi, et en même temps que tu diriges tes troupes sur le monde, ouais. Bah tu joues au flipper aussi. Donc c'est ce que c'est un jeu de flipper en fait, et donc tu contrôles une grosse boule géante qui va pouvoir avoir une action sur le champ de bataille, donc en allant par exemple l'envoyer dans une grappe d'ennemis pour les tuer quoi. Je l'ai avec le flipper. Odama, GameCube. Tout à fait, un jeu qui est resté dans les mémoires par son côté perché chelou. Et donc on avait un micro qu'on calait au-dessus de la manette, donc et on pouvait jouer avec la manette rapprochée pour pouvoir continuer à parler en disant allez à droite les gars. Et c'était un micro qui était pour ce jeu ou c'était Oui, je pense c'était que pour ce jeu. Ouais, c'est du chelou. J'espère que je vais faire honneur avec mon top 2. Alors, c'est un jeu dans lequel tu diriges pas un, mais plusieurs petits personnages. Mais en fait, tu les contrôles pas eux. En fait, tu choisis leur direction en posant des flèches au sol. Mais en fait, t'as pas autant de flèches que tu veux. Et tu dois poser les flèches avant le passage des persos. Donc tu poses toutes tes flèches, t'as un nombre limité, et après tu les envoies. Tu l'as, tu crois ? Ouais, je pense. Et en fait, tu dois les amener dans un vaisseau spatial. Oui. Tu l'as ? Chuchu Rocket. C'est Chuchu Rocket. Je voulais te mettre sur une fausse piste sur Pikmin au départ, voilà. Effectivement, le coup des flèches, c'est vrai que ça m'a un peu... Tu n'es pas tombé dans le piège. C'est Chuchu Rocket Dreamcast 1999. Allez, ton top 1. Alors mon top 1, on contrôle un petit animal, hein, je reste flou volontairement, qui doit déplacer des blocs pour progresser et sortir d'un tableau donné. Mais certains de ces blocs sont en fait des éléments qui sont des mots, donc on revient à les mots Alan Wake, hein, donc, et on doit, en les poussant, composer des phrases sous la forme sujet-verbe-complément. Et cette phrase-là va devenir une nouvelle règle qui va changer justement la règle du jeu et permettre par exemple au joueur de devenir pourquoi pas une clé, un buisson ou même une partie du décor. Je l'ai, mais j'ai oublié le nom du jeu, j'ai honte. Mais c'est Baba Is You, évidemment. Baba Is You, voilà, un jeu assez récent et que j'ai toujours pas fait, mais qui me branche grave. Et le concept à expliquer comme ça, en définition, n'est pas forcément évident. Joli top 1. Allez, on balance mon top 1, j'espère que tu vas le trouver. C'est un peu long parce que le jeu est vraiment chelou. Alors c'est un jeu dans lequel on contrôle l'incarnation de l'amour.
Alors, et déjà, on a fait des jeux où potentiellement vous pouvez trouver, et toi, Nico, et moi, je peux trouver, on n'est pas allé chercher un jeu indé, tu vois, par exemple, il y a un jeu où, en fait, tu joues un mec sans, un buste, il a une pioche et tu dois monter. Oui, non, faut que ça reste ludique, que les gens puissent trouver, quoi. Voilà. Donc, on contrôle l'incarnation de l'amour, et en fait, tu contrôles aussi, donc cette entité, tu vas contrôler 4 tribus sur une île. Voilà, c'est un peu compliqué, faut que je me retrouve là. Tu es l'incarnation de l'amour et tu vas contrôler 4 tribus sur une île. C'est bon, c'est bon. Ouais. Le jeu est divisé en jours. De l'aube au coucher, ça correspond à 30 minutes dans la vraie vie. Chaque jour, tu dois t'occuper de ces 4 tribus. Alors, tu peux terraformer l'île, hein, tu peux changer la place des arbres, tu dois protéger les gens des catastrophes naturelles, tout ça. Mais surtout, tu dois bâtir des monuments, en fait, pour tes tribus. Tu crois que tu l'as ? Je pense que l'avoir. Bon, si tu parviens à construire 15 monuments de l'amour, le dernier monument est débloqué, mais tu peux aussi construire des monuments de la haine si tu fais le mal. Une fois que tu débloques la dernière construction, l'île est détruite. Donc en fait, tu essayes de sauver les tribus, mais tu peux pas, en fait, c'est super triste comme jeu. Mais du coup, en tant qu'incarnation de l'amour ou de la haine, bah tu dérives, tu te trouves à dériver sur l'océan, jusqu'à un moment où en fait, toi, tu vas te transformer en cette île, et là, ça recommence, le jour se lève, et c'est plus des tribus d'hommes, mais en fait, c'est des aliens. Et ce cycle reprend, en fait, et tu dois plus faire des monuments, tu dois faire des vaisseaux aliens. Et ce dernier monument, c'est le vaisseau pour qu'il puisse partir. Ah ben non, je l'ai pas, en fait. Est-ce que c'est un jeu GameCube? Je pensais à From Dust au début. Ah non. L'île terraformée, prendre soin de la population. Non. Ah putain, c'est... C'était un jeu DD64. Doshin the Giant. C'est ça. Putain. Et en fait, du coup, on s'est pas dit les jeux qu'on avait l'un et l'autre, mais moi j'étais sûr que t'allais. C'était le premier auquel j'ai pensé Doshin. Il y a un bail d'alien et tout dans Doshin. En fait, le cycle, en fait, tu vas continuer incessamment ton cycle avec les 4 tribus. Et en fait, une fois que tu arrives à débloquer le 15e monument, bah, c'est plus des tribus, c'est des aliens, et tu vas les aider à débloquer le 15e monument qui n'est plus un monument, mais un vaisseau pour qu'ils puissent partir. Ok, je sais pas, tu vois. Je t'avoue que tout ça, je l'ai lu. Je n'ai jamais joué. Le jeu n'est jamais sorti chez nous, je crois. Moi, j'ai pas joué à ça. Ouais. Ce truc-là, j'ai pas joué. Petite mention, j'ai pensé à Wonderful 101. Pas forcément facile à expliquer. Ouais, mais sur le coup de Pikmin et tout, le Chuchu Rocket, au début, j'étais aussi peut-être sur Wonderful. Ouais. Et j'ai pensé à Dungeon Encounters, un jeu que j'ai essayé cette semaine, mais j'ai pas pu vous expliquer le principe parce que je l'ai toujours pas compris. Donc, peut-être. Vivement, la prochaine émission, dans laquelle tu vas nous en parler. Mais peut-être dans une émission, suivante, mais en tout cas, je peux pas. Voilà pour ce top 3. N'hésitez pas à nous balancer des idées top 3 ou votre top 3 des jeux les plus chauds à expliquer. Un top un peu question pour un champion, on le disait. On aurait pu, faire je suis Doshin the Giant. En tout cas, là, c'est l'heure de passer à encore un jeu Nintendo, parce que là on va parler de Metroid Dread, et d'une sortie quand même qui était assez attendue, parce que du coup Metroid Dread, avant même sa sortie, le jeu, il avait une certaine pression, l'enjeu pour Metroid Dread, avant même sa publication, était quand même super importante, car c'est clair que faire la suite à une si grande saga, c'est pas rien. Du coup, je me suis demandé, en fait, quelles étaient les ambitions qui ont motivé ce grand retour pour Mercury Steam, donc le studio espagnol, émérite, qu'on aime bien ici, qui ont fait Lord of Shadow, l'un des meilleurs jeux de la Terre, et l'éditeur Nintendo, dont je vais pas vous expliquer qui c'est. Donc on peut légitimement se demander quoi faire après tant d'années sans un nouvel épisode. Alors tant d'années après un nouvel épisode. Alors première parenthèse, il n'y a pas eu 19 ans d'attente avant un nouveau volet de la série. Sur la chronologie, donc qui est coupée en deux, les Prime et les autres. Alors oui, c'est vrai, après Fusion en 2002, qui était Metroid 4, vient ensuite Metroid Dread, qui est le 5. Néanmoins, depuis Fusion, il y a eu 9 jeux Metroid, donc 3 Prime de la série parallèle, 2 remakes, Zero Mission et Samus Return, donc les remakes de Metroid 1 et Metroid 2. Il y a eu 3 spin-offs, Hunters, Pinball et Federation Force. On s'en fiche un peu, c'est un peu claqué tout ça. Et surtout, il y a eu le mal-aimé Other M, qui est dénigré par les joueurs et un peu renié par les créateurs. Oublié surtout, je pense. Comment ? Un peu oublié, je pense. Ah, j'ai lu 2-3 interviews, c'est pas joli, c'est pas Jojo. Franchement, même les créateurs, ils font ouais, Other M, je sais pas. Néanmoins, il fait quand même pleinement partie de la série principale. C'est un jeu qui vient se placer scénaristiquement entre Super Metroid et Fusion. Donc voilà, tout ça pour dire qu'il n'y a pas eu 19 ans, c'est pas vrai. Toi, Nico, tu le ressens comment ? Est-ce que tu as l'impression que la sortie des Metroid est fréquente ou pas du tout, quoi ? Alors, je vais botter en touche, mais je vais dire ce qui compte en fait, c'est le temps ressenti par les joueurs. Et quoi qu'il en soit, même si on a eu beaucoup de Metroid, les gens étaient en dèche. J'allais dire en chien, j'ai pas d'autre expression, étaient en manque. En manque de Metroid, voilà, c'est mieux. Ils étaient clairement en manque de Metroid, et c'est pour ça, je pense qu'il y avait cette petite effervescence. Mais revenons à l'ambition de Metroid Dread. Est-ce que cet épisode se doit de révolutionner le genre ? Ce serait totalement entendable, vu que c'est Metroid, premier du nom, qui a créé le genre Metroid-like, ou Metroidvania si je fais un gros raccourci, ou est-ce que l'ambition de ce Metroid Dread était de faire un Metroid parfait ? On dirait pas, mais ces deux objectifs sont quand même très différents, bien que tous deux très complexes.
Bon, on commence par le Metroid parfait, si t'es ok. Alors, le souci avec cette ambition, c'est que d'emblée, ça pose une autre grande problématique, c'est faire un Metroid parfait, ok, mais parfait pour qui? Pour les fans de la première heure ou pour les potentiels nouveaux venus? Nico, t'en penses quoi? C'est vrai que quand on réfléchit à des grandes sagas comme, je sais pas, Castlevania, Resident Evil, quand un nouvel épisode vient, il y a le classique débat, est-ce que c'est un vrai Resident Evil? Est-ce que c'est un vrai bon jeu? L'ADN des grandes sagas, en fait, qui évolue, tu vois, de genre. Tu vois, Castlevania, les premiers, c'était des jeux d'action, qui sont devenus des Metroidvania. Quand un nouveau Castlevania, peut-être un jour, quand ça arrivera, bah c'est quoi un vrai Castlevania? C'est toujours compliqué. Ouais, alors Metroid, est-ce que c'est pas un peu plus simple, parce que si on met les Prime à part, encore que ça reste une saga qui est très très codifiée et qui n'a pas tellement évolué finalement. Alors je dis pas ça d'une manière péjorative, mais qui reste sur les mêmes codes, sur le même cheminement, sur les mêmes progressions. C'est vrai. Bon, perso, en tout cas, je pense pas me tromper en disant que Nintendo aimerait bien recruter des nouveaux fans, hein, et faire de Metroid non pas une licence du passé, mais une série de jeux active et populaire auprès du plus grand nombre, surtout à la veille de la sortie de Metroid Prime 4. Et quand je dis la veille de la sortie de Prime 4, hein, c'est une figure de style, hein, parce que on sait toujours pas. C'est pas demain la veille, comme on dit. Bon, première chose là, pour faire un Metroid parfait, à mon sens, c'est d'abord de faire un Metroid acceptable aujourd'hui. Et s'il y a une chose à mettre au goût du jour, c'est bien la prise en main. Metroid, c'est une série de vieux. T'es d'accord? Ça me fait mal, mais je suis d'accord. Pour beaucoup, Metroid, c'est des jeux au graphisme en 2D de l'époque et à la maniabilité ultra raide. L'aspect raide du personnage et ses animations, c'est très très important, car quand tu regardes une vidéo de Super Metroid aujourd'hui, ben ça semble ultra raide. Il était donc très important de changer cet état de fait, ou du moins de modifier cet a priori. Et je dis bien a priori parce que les épisodes, tu vois, Fusion et les remakes avaient déjà bien avancé sur ce chantier, tu vois. Il fallait donc donner un coup de jeune à la saga et fixer un nouveau standard pour tout ce qui est de la maniabilité. Du coup, hein, il y a une vraie mise à jour du feeling, hein, en fait, manette en main, c'est important, ça c'est le feeling qui a été amorcé déjà avec Samus Returns, qui était déjà du studio Mercury Steam, hein, il faut le rappeler. Les ambitions étaient là, déjà en place, mais avec Dread, le studio espagnol termine le travail et va franchement carrément plus loin. Et franchement, le taf, il est fait. Jamais Samus n'a été aussi véloce. En fait, on fait ce qu'on veut du perso. Plus l'aventure avance et plus on maîtrise, plus l'arsenal nous offre du pouvoir. C'est super grisant, c'est super jouissif et surtout, c'est pas raide du tout. C'est mon point. Toi, Nico, est-ce que la maniabilité, t'as trouvé ça convaincant? Est-ce que tu l'as trouvé véloce? C'est bizarrement la principale qualité du jeu, et rien qu'en parler, j'ai envie de jouer en fait. C'est une maniabilité qui donne envie parce qu'elle est précise, elle est réactive, comme tu dis, elle est jouissive en fait. On prend du plaisir rien qu'à se déplacer, à jouer, à enchaîner rapidement les glissades, les sauts, machin. C'est la première qualité du jeu. Ouais. Ils ont fait aussi un super boulot, hein, sur les animations. Je trouve qu'il y a vraiment Samus se meut parfaitement. Ils avaient fort à faire avec Metroid Dread. C'est vrai qu'avec des concurrents comme Hollow Knight, comme Ori and the Blind Forest, des jeux qui sont extrêmement beaux mais extrêmement fluides, tu vois, où tu as ton personnage qui va rebondir de côté en côté. Enfin, c'est vraiment quelque chose de fort, quoi. Donc, grâce à cette maniabilité revue, arrive une vraie sensation de fluidité, je viens d'en parler, une sensation de fluidité aussi soutenue par l'ajout de cinématiques. Des cinématiques qui sont trop classe, hein, qui ponctuent la mise à mort des boss. Ces cinématiques, en fait, c'est un peu l'huile dans les rouages, hein. Tout passe mieux et tout est encore plus fluide. Ces cinématiques, elles sont stylées quand même à la fin de boss. Samus, elle est ultra badass, mais ils sont pas tombés dans l'excès de Other M, de faire des cinématiques longues, super action et tout. Ça reste bref, ça reste des mouvements un peu furtif, mais qui joue grave sur la caractérisation du perso. Et voilà, on a la Samus Aran qu'on kiffe, quoi, celle qui est taiseuse mais super badass, et ça fait plaisir. C'est vrai. Et pour amplifier cette fluidité du jeu, on peut aussi contrer les coups de la même manière que dans Samus Returns, et ça dynamise bien les phases de combat qui sont plus classiques. Néanmoins, cette sensation de fluidité n'est pas seulement la conséquence d'une meilleure maniabilité et d'un plus grand nombre de cinématiques. Cette fluidité, ou ce flow, alors le flow c'est une notion qui est fondamentale dans tous les jeux contemporains, hein, au même niveau que la qualité de vie, au niveau de l'importance du développement à ce jour. Le flow, c'est le ressenti qu'on a sur le déroulement de notre partie. En gros, avec un bon flow, on doit avancer dans l'aventure de façon fluide, il n'y a pas de friction. Voilà. Pensez à Dead Cell par exemple, là, qui a été très très remarqué par ce biais-là, et il fallait que Metroid se mette au niveau, quoi. Exactement. Et donc ce flow dans Metroid Dread, il est impulsé grâce à la structure du jeu et son level design, et là on touche au cœur de ce qu'est un Metroid, on touche vraiment à l'essence. Et rappelez-vous le début de la chronique, parce que finalement ça date. Je me demandais si Metroid Dread devait être une révolution pour le genre, ou plus humblement son meilleur représentant. Et quand j'ai commencé le jeu, je pensais que c'était un épisode qui tendait à être parfait. Mais en fait,
Suspense, je suis comme toi, tu sais, pour Alan Wake. Mais en fait, pas du tout. Metroid Dread est une vraie révolution. Alors, c'est peut-être pas une révolution pour le genre, mais c'est une révolution pour la saga. Et cette révolution pour la saga, elle est due à une seule chose, c'est son level design. Et le level design, en fait, en gros, je l'explique à chaque fois un petit peu, on sait jamais, c'est la construction des niveaux, ça implique beaucoup d'autres notions, comme le rythme, ou la pace, ou le pacing, si vous êtes un Américain. Yeah. Comme toi. Donc le level design de Dread, il n'a plus rien à voir avec les premiers jeux de la série, plus rien. Là où les premiers épisodes nous invitaient le joueur à explorer dans une aventure au rythme assez lent, Metroid Dread nous place dans un roller coaster en apnée, dans un jeu sans exploration et au rythme très soutenu. Alors je parle des premiers épisodes de la série pour ce qui est du rythme lent, mais je parle surtout des 3 premiers épisodes. L'épisode Fusion commençait déjà à amorcer un virage plus dynamique, de même pour le remake de Metroid 2 développé par ceux qui ont développé Metroid 5, donc Mercury Steam, qui lui a même intégré la mécanique de contre que peut réaliser Samus et qui dynamise bien les combats. On en a parlé tout à l'heure. C'est juste pour voir pour bien qu'on souligne le fait qu'il y avait des petits cailloux blancs, tu sais, tout était là en fait. Pas de nulle part quoi. Donc le level design, c'est la seule chose qui change dans ce Metroid Dread. Le reste ne bouge pas d'un pouce, mais ça suffit à mon sens pour désigner cet épisode comme réellement novateur. Donc pour rappel, le principe de base d'un Metroid est simple. Au début de l'aventure, on nous enlève tous nos pouvoirs qui sont au passage globalement toujours les mêmes depuis le début de la saga. Puis la redécouverte de chaque nouvel équipement qu'on nous a retiré nous permettra d'accéder à de nouvelles zones qui nous étaient précédemment inaccessibles. Sauf que je l'ai dit, le level design a changé. Le level design a changé, ce qui engendre une disparition d'un élément jadis central dans la série. C'est fondamental, c'est l'exploration. Alors je dis pas ça comme un reproche, ça on pourrait y penser, je dis ça comme une constatation. Ça a pu décevoir, ça a pu dérouter, mais ce Metroid se joue pas du tout comme les autres volets. Dans les précédents jeux, et j'intègre même les Prime, là pour le coup, il y avait beaucoup de backtracking. On devait revenir souvent et méthodiquement visiter les lieux déjà arpentés. Le backtracking, c'est quand on revient sur nos pas, et donc on revenait beaucoup sur nos pas dans les précédents Metroid pour débloquer les passages grâce à un nouvel équipement. Ce qui a donné le terme Metroidvania et défini le genre du jeu, quoi. Mais exactement, tout à l'heure j'ai fait un raccourci, c'est vrai que le Vania vient de Castlevania. C'était plus pour le côté RPG là-dessus, donc les de personnages, de Symphony of the Night, mais comme tu le dis, finalement le Metroid-like, et aujourd'hui on parle de Metroidvania, c'est presque un abus de langage, quoi. Tu parlais tout à l'heure de Control en tant que Metroidvania. T'as envie d'éternuer là, je suis sûr. Oui. Tu me regardes avec les yeux plissés comme ça. Je me dis, mais est-ce que je suis en train de dire des bêtises? Donc dans Dread, c'est pas le cas, quand je parle de backtracking. Enfin si, c'est le cas. On revient sur nos pas, on revient tout le temps sur nos pas même, mais en fait on fouille pas, on n'explore pas. En fait on se laisse porter par tous les indices du level design qui nous indiquent où aller. Naturellement, toutes les zones s'enchaînent, naturellement le chemin se dessine devant nous, naturellement on trouve les équipements nécessaires à notre avancée. Et quand je dis naturellement, ça fait déjà 4 fois quand même, c'est pas le fruit du hasard qui fait effet, en fait c'est le level design qui va créer une illusion qui est parfaite. On a l'impression d'être perdu, mais en fait on l'est pas du tout, ou on l'est pas réellement. Le chemin qui nous amène à la suite de l'aventure s'ouvre en fait comme par magie devant nous. C'est plusieurs petits éléments, c'est de la lumière, on va pas ici expliciter, ça serait super intéressant, mais c'est plein de petites choses qui nous amènent à la suite. Ouais, mais je trouve ça dingue parce qu'on a l'air de presque penser que c'est un changement d'orientation, un retour en arrière, alors que c'est une volonté affirmée, et surtout que ça demande du taf de ouf, en fait. C'est du jeu, et te laisser penser, tu vois, des fois je me fais la réflexion, je me dis, ah putain, j'ai découvert un truc secret, mais en fait non, pas du tout, c'était la voie à explorer. Je trouve ça, la qualité de travail, la quantité de travail nécessaire pour accomplir ça, je trouve que c'est phénoménal, quoi. Ouais. C'est pour ça que je parle d'illusion et un peu de magie presque. C'est vrai qu'on se retrouve à la suite naturelle du jeu, et puis on s'en rend pas compte, oui. C'est ça, quand on te fait croire que tu explores, on te fait croire que t'es malin. Ouais. En fait, tu suis juste les traces balisées, c'est juste que les balises, tu les vois pas, quoi. On n'est pas si malin. Non, tristement. Bon, tu vas me dire, Nico, si c'est ton cas, mais perso, dans tous les jeux que je fais, je cherche systématiquement le mauvais chemin. En gros, quand je tombe sur un embranchement, je me demande quel est le chemin qui ne va pas déclencher la suite du scénario, car je sais que c'est là que va se cacher les secrets. Dans Metroid Dread, c'est inutile de chercher le mauvais chemin, pas la peine, je vous fais gagner du temps, car le plus souvent, il y a qu'un chemin devant nous, et les fois où la possibilité nous est offerte d'explorer, c'est une très mauvaise idée de partir en vadrouille, car là, on va vraiment se perdre, et pour le coup, ça n'apportera rien et aucun bienfait à notre partie. C'est une très très mauvaise idée. Comme on dit quand on parle des Souls, c'est qu'il faut être à l'écoute du jeu, en fait. Et souvent, je me suis fait la réflexion en disant, attends, le jeu veut m'envoyer là, mais j'ai pas fini d'explorer tout dans cette zone. Mais non, vas-y, je l'écoute. Il sait ce qu'il fait, je me laisse porter, et j'ai bien eu raison finalement, parce que sinon, je pense que tu peux te galérer si tu commences à pas suivre les signaux, quoi. Je pense que tu peux faire le jeu en un temps d'heure assez élevé. L'exploration, en tout cas la recherche à 100%, interviendra néanmoins lors du endgame, mais c'est autre chose.
Donc Nico, est-ce que toi est-ce que tu as ce truc quand t'as un embranchement, tu cherches le bon ou le mauvais chemin? Ça Oui, m'intéresse. on est tous comme ça, et souvent tu vas arpenter le début, tu dis tiens, ça ressemble au vrai chemin, donc je repars dans l'autre sens pour aller voir le faux chemin, parce Exactement. que on sait qu'on aura un item, un coffre ou autre chose à chercher. Je pense qu'on est tous un peu, on a une déformation professionnelle, j'allais dire, là-dessus, quoi. Une autre preuve du génie du level design de Dread, c'est la carte. Alors, je l'ai trouvée, moi, perso, pas pratique du tout. Je la trouve pas lisible, je la trouve pas bien, je la trouve éclatée. Elle est toute nulle. Et pourtant, on n'est jamais perdu. Est-ce que c'est pas la preuve, l'exploit du level design de ce jeu? Nico, cette carte, tu la trouves comment? Bah, je sais pas, je suis le seul à pas la trouver C'est vrai si dégueulasse, hein. Ouais, enfin, je trouve qu'elle est fonctionnelle, elle fait le taf, il y a des couleurs partout, tu peux lire les trucs en amont, enfin, t'as Ouais. pas, c'est... Je la trouve absolument illisible parce que elle est brouillée de couleurs, d'informations. Faut zoomer, dézoomer. Les précédents Metroid avaient justement cette clarté dans la carte et Ouais, mais là, elle donne beaucoup plus d'informations, elle est quand même très très pointue. ce qui est pour moi une certaine forme de contradiction justement parce que c'est comme si il fallait se laisser porter et justement si tu t'engages dans cette carte où tu comprends rien, est-ce que c'est pas répulsif volontairement? Je sais pas, en tout cas toi tu l'as trouvé très lisible. Ouais, il manquerait peut-être un moyen comme Assassin, tu vois, de screener quel type d'informations on veut faire apparaître pour pouvoir faire un peu le tri. Ouais, parce que tu peux aussi te rajouter toi-même des petites balises si tu veux agrémenter de couleurs déjà déjà bien fournies cette carte. Donc le level design, c'est la première chose que le game design global du jeu qui nous fait nous éloigner de l'exploration dans ce Dread. Mais c'est pas la seule. Dans Metroid Dread, il existe aussi une nouvelle mécanique qui va encore appuyer ce rythme très soutenu. Ce sont les EMI. Et les EMI, ce sont des robots tueurs qui n'apparaissent que dans certaines zones précises de la carte, qui peuvent nous tuer en un coup, ou en fait en deux, mais en tout cas ça pardonne pas. Cette nouveauté, moi je trouve qu'elle colle parfaitement à la nouvelle structure plus linéaire du jeu. Ici, c'est une forme de pression qui nous est imposée. Il y a des robots indestructibles là, qui nous poursuivent et qui nous one-shot. C'est fait pour nous pousser au train, c'est fait pour nous speeder. On n'est pas là pour explorer. De toute façon, on n'a pas le temps d'explorer dans ces séquences. Le level design qui est repensé, plus tu ajoutes ces séquences stressantes avec les EMI, tout ça concourt encore une fois à donner un nouveau rythme au jeu. Ces séquences avec les EMI, Nico, t'en as pensé quoi? Oui, je dis coucou, c'est toi, j'essaye de pas te... Alors j'ai vu qu'elles avaient frustré pas mal de gens et qu'il y a pas mal de personnes qui aiment le jeu malgré ces séquences, mais moi je les trouve plutôt cool. Notre perso Samus est tellement réactive et la maniabilité précise que je trouve que c'est pas tellement un problème de leur échapper. Et surtout, on te donne très très vite des moyens de pouvoir avoir un peu de répondants, pas forcément pour les tuer, mais pour pouvoir être un petit peu sortir, plus, ouais. Donc moi je les trouve plutôt fun, hein, même j'irais jusqu'à dire. Ce qui est marrant, c'est qu'elles sont bien balisées, elles ont des portes d'entrée bien reconnaissables. Ouais. Donc à chaque fois que je les vois, je me dis tiens, ça va être sympa. Enfin, j'ai l'impression que j'ai un peu la vie pas mal de gens là-dessus. Moi je suis d'accord avec toi. En plus les EMI changent leur façon de nous traquer. Ils sont de plus en plus forts, ils ont de plus en plus de pouvoir. C'est assez intéressant. Une petite aparté, si t'es ok, sur le nom du jeu. Il s'appelle Metroid Dread, hein, je l'ai pas assez répété. Moi, je trouve ça toujours assez marrant de trouver du sous-texte dans le nom des jeux. Hein. La semaine dernière, je vous parlais du nouveau Tales of qui s'appelle Tales of Arise. Arise, c'est le surgissement, c'est l'émergence, c'est l'ascension. Un nom parfait pour un épisode qui devait remettre en avant la série Tales of. Metroid Dread, c'est quand même un jeu qui promet la terreur. Donc Dread. Donc j'ai fait une recherche, j'allais dire une grosse bêtise. Juge Dredd, ça s'écrit pas du tout pareil. Ah d'accord. Mais en fait, Dredd, comme c'est écrit dans le comics et dans le film, c'est une orthographe qui veut rien dire. C'est D-R-E-D-D. C'est un jeu de mots, quoi. Mais c'est un jeu de mots qui ramène évidemment à cette terreur-là. Alors je suis pas anglais, hein, mais j'ai l'impression que c'est un mot qui est moins employé que d'autres pour exprimer la terreur, qui est moins connu du coup par nous. Genre fear. Fear, yeah. Bon, je vais pas dire que j'ai été déçu car je m'attendais pas à avoir peur en jouant à Metroid Dread, je m'attendais pas à un survival horror, même si le principe des EMI est emprunté au Nemesis, le Nemesis qui est quand même emprunté au survival horror. Petite... Est-ce qu'il y a pas plus de pression dans Metroid Dread que dans Alan Wake finalement? Putain, je m'y attendais pas celle-là. Mais j'ai quand même été déçu de pas retrouver en fait une ambiance pesante. Ce que je veux dire, c'est que le jeu fait pas peur, hein, mais ça c'est pas grave. Mais du fait de sa structure qui est plus linéaire en fait, qui nous encourage à foncer, on s'attarde moins en fait sur l'ambiance qui est très particulière des jeux de la série Metroid. Samus, c'est un personnage qui est surpuissant, mais qui est en fait très seul. On peut y voir un peu de mélancolie là-dedans. Les jeux Metroid, c'est aussi pas mal de contemplation. C'est un rythme qui est lent. La bande son est aussi très atmosphérique. Et dans Dread, c'est moins le cas. La bande son, elle est pas mémorable, hein, et à cause du level design qui nous encourage à pas nous appesantir, on fait moins attention à l'ambiance. C'est un petit peu plus, c'est différent. Toi, tu l'as senti comment cette ambiance? Alors, je veux pas parler pour les devs parce que j'ai aucune idée, mais comment je le ressens, c'est que Metroid, ça a jamais été une foudre de guerre niveau vente, et qu'ils se rendent compte que le Metroid trop solitaire, trop, comme tu dis, trop contemplatif, trop machin, finalement, ça plaît peut-être pas tant aux joueurs, donc
Il y a tentative, la composante action, le côté dynamique un peu plus blockbuster, ce qu'ils avaient fait trop à l'excès dans Other M. Je pense que c'est la direction que veut Nintendo depuis des années et que ça, et je pense que là ils ont peut-être trouvé la bonne formule avec ce Dread qui a l'air de plaire aux fans et qui a l'air de plaire à ceux qui le découvrent. Je pense que c'est purement volontaire et c'est à dessein, quoi. C'est parce que la série n'avait pas trouvé son public de manière assez spectaculaire. Le côté atmosphérique, lent, pesant, c'est moins. Je pense que c'est ce que étaient les premiers Metroid, mais que voilà, enfin ils ont fait une équation bête, c'est que les jeux sont comme ça, les jeux vendent pas, donc ce que le jeu est, ça ne correspond pas à ce que veut le public, quoi. Un mot rapide sur la musique, hein, donc ça a été dirigé par Kenji Yamamoto, qui était compositeur des thèmes de Metroid depuis Super Metroid, mais là il est pas à la composition, il est à la direction, donc il s'en est peut-être éloigné. En tout cas, il est à l'impulsion de cette nouvelle direction, et je trouve que ça corrobore pas mal avec ce que tu viens de dire, c'est que c'est quand même tout à fait volontaire. Un mot rapide aussi et très précis sur les graphismes. Avec ce Dread, je trouve qu'on a enfin de la profondeur de champ dans les décors, et ça, moi je trouve que c'est génial parce qu'il y a de la vie dans les décors, ça bouge, et pour le coup, je trouve que c'est un vrai plus pour l'ambiance. Est-ce que t'as remarqué qu'il y avait des trucs en fond, de la vie? Ouais, ça rejoint ce que tu disais, c'est que c'est vraiment woman versus wild, hein, c'est que tout l'environnement veut te tuer, que ce soit les ennemis, que ce soit la lave, les décors, les émanations de gaz. Et pour le coup, même si je pense qu'on parlera de la touche graphique peut-être plus tard. Vas-y, force. Est-ce que tu as un mot sur l'ADA? Le jeu reste quand même, je trouve, assez simple dans sa modélisation, assez simple dans ses effets. Donc c'est clairement pas le plus beau jeu du monde. On dirait presque que c'était un projet 3DS qu'ils ont switché justement sur la Switch. Dur. Et je trouve assez froid dans ses couleurs, dans ses tons, là où justement Fusion et Super Metroid étaient ultra colorés, ultra jolis. Je pense que quand on voit les jeux en 2D d'aujourd'hui, il y avait moyen de faire plus joli, plus spectaculaire, plus riche. Mais voilà, c'était peut-être le prix à payer pour la fluidité, c'était peut-être le prix à payer pour une lisibilité aussi plus importante. Mais effectivement, on a cette profondeur des décors qui est intéressante. Des fois, on a même des petits monstres qu'on voit apparaître en fond, qu'on affrontera plus tard. T'as une espèce de foreshadowing aussi. Donc il y a des vrais en fait, quoi, les défauts. On voit des gros mécanismes qui se mettent en branle. Moi, je trouve vraiment que ça donne du corps. Hein. Ouais, la planète, tu te dis, ok, je crois à cette planète, il se passe des trucs. Ça donne une vraie existence au décor, dans le sens où c'est un jeu qui est en 2,5D, donc développé en 3D, mais sur un plan, tu te déplaces sur un axe justement en deux dimensions. Sur les graphismes, je suis tout à fait d'accord avec toi. Sur la direction artistique, je suis d'accord avec toi. Elle est très froide. Moi, j'ai un petit problème avec la 3D. Je la trouve froide à l'image de la direction artistique, mais je sais pas, je vais pas faire le type. Moi, j'aurais pas fait ça, mais je pense que tu vois une autre forme de 3D appliquée avec un shader, je sais pas, une forme de cel shading, j'en sais rien, aurait donné une autre ampleur au jeu et redonné une autre touche. Alors évidemment, la froideur concourt à ce qu'on disait tout à l'heure, avec une ambiance peut-être froide et tout. Ils ont essayé peut-être de mettre un petit peu d'atmosphérique avec ce côté froid, et puis je sais pas. Puis les EMI vont dans ce sens-là en termes de DA et tout, donc je pense que c'était aussi volontaire. Oui. Mais c'est vrai que cette 3D permet un petit peu de mise en scène, hein, ce qui est cool dans un Metroid 2D. Carrément. Avec des fois des séquences où tu vas zoomer sur le perso, les phases de boss où t'as des changements de plan, ça reste plutôt agréable. Oui, t'as même t'as un certain pouvoir qui va changer la caméra, ça c'est assez intéressant. Bon, je reviens donc à mon level design quand même et au principe des EMI. Je trouve qu'ils sont parfaitement logiques et parfaitement imbriqués, même si à mon goût, je trouve que ça trahit une partie de l'héritage de Metroid. Les EMI, mais aussi cette nouvelle structure, ce nouveau level design mis bout à bout, ça rend le jeu très différent de ses aînés, et pour une seule raison, l'exploration n'est plus. Sauf en endgame, je le répète, hein, mais c'est autre chose. L'exploration n'est plus, le mystère n'y est plus. Je trouve que le jeu s'assure aussi qu'on n'est pas perdu lors de notre avancée. D'ailleurs, très souvent au cours de l'aventure, s'amuse à faire le bilan avec Adam. Et Adam, c'est une IA qui est là pour faire le point sur notre avancement. Il va résumer ce qu'on vient de faire et nous orienter sur ce qu'on va faire par la suite. Ouais, donc, ça c'est un peu too much. On comprend bien la volonté de Checkpoint, hein, ils sont là pour recentrer notre attention, mais je trouve que c'est dommage, que ça coupe un peu l'immersion, et surtout, là où on aimerait que notre esprit, tu vois, se perde, le jeu fait tout pour nous recadrer. Après l'exploration, je suis pas entièrement d'accord dans le sens où tu dois toujours regarder le décor, observer, t'as toujours des blocs à détruire, des brèches à explorer t'es quand même pas passif non plus, tu vois. Alors c'est peut-être pas la grande exploration où tu vas pas repasser ton temps à revisiter sans cesse les mêmes salles, et pour moi c'est même plutôt positif parce que le backtracking ça va 2 secondes, quoi. Mais je trouve que ça demande quand même toujours aux joueurs d'être actifs. C'est pas la même exploration dans le sens où elle est là, c'est de l'exploration de tableaux. C'est des tableaux. En fait, c'est dans le tableau où tu dois en fait te renseigner sur, t'as même un pouvoir qui va révéler les points secrets, mais t'as plus d'exploration au macro. C'est-à-dire que t'as pas à aller dans une autre phase de la planète pour complètement screener. Moi je préfère.
C'est vrai que des fois on a tous connu des phases où pendant une demi-heure on zone à la recherche du passage qui nous permettra de progresser. C'est ça. Moi, et là, c'est pas ce que je valorise. Je suis d'accord. Mais c'est ça le point. Enfin, l'important, c'est que là, c'est plus les fondations des Metroid, tu vois, se perdre, contempler. C'est un peu, ça fait partie de l'ADN. Je dis pas que c'est mal ou moins bien. Je dis juste là d'où on vient et là où on va. Et si on peut, juste pour le rappeler, le but de Metroid 1, c'était de faire un jeu d'exploration et qui était non linéaire. Donc un jeu en 2D vu de profil dans lequel on peut aller partout et non plus uniquement à gauche ou à droite. C'était à l'époque une forme d'anti-Mario, en sachant que l'autre anti-Mario, c'était Zelda, qui était aussi très axé sur l'exploration. Néanmoins, avec Dread, en fait, on nous propose une autre vision de la série. C'est une bonne chose, mais c'est pas la première fois que la série Metroid prend des risques. Le premier grand pari de la saga, c'était Prime. Hein, c'était vraiment un risque à tel point que l'épisode Fusion et Metroid Prime, en fait, ils sont sortis en même temps aux États-Unis. Donc territoire où la saga fonctionne le plus, bien plus qu'au Japon. Il faut le rappeler que plein de sagas qu'on adore fonctionnent beaucoup plus en Occident qu'au Japon. Fusion, en fait, c'était une garantie si Prime était un échec. Néanmoins, Prime ne s'éloignait pas trop de l'ADN de la saga. Il s'en éloignait juste par la retranscription en 3D. Parce que Prime, en fait, c'était une forme d'adaptation en 3D de Super Metroid. Donc, dans une retranscription 3D d'un jeu avec une forme d'emphase sur l'exploration et une ambiance qui était très importante. Et Prime, je trouve, une grande réussite. T'as un bon souvenir, toi, de la trilogie Prime? Ouais, alors surtout le premier, parce qu'après, avec le 2, je trouve qu'il commençait à rajouter des couches de complexité qui étaient un peu pénibles à mon sens. Mais le premier Prime, j'en garde un très bon souvenir parce que, je dois le dire, je suis vraiment pas un expert des Metroid. Je pense même que Prime, c'est le premier Metroid que j'ai fait. Donc c'était la découverte, machin. Donc j'ai fait Fusion aussi, mais c'est très intéressant. Je l'ai fait avant ou après. Mais... C'est intéressant parce que même avec son approche 3D des Metroid, t'as fait le Prime en premier, mais t'as exploré justement ce qu'était la proposition Metroid, malgré le fait que t'avais pas fait en 2D en amont. D'ailleurs, j'ai une comparaison à te soumettre pour vraiment prouver que Dread est radicalement différent des autres jeux. Si Prime avait été la retranscription de Dread et non de Super Metroid, il aurait été radicalement différent du Prime qu'on connaît. Le Prime que nous avons eu était un jeu dont l'ambition était de retranscrire en 3D le monument Metroid Prime. Donc c'était pas une adaptation, c'était Super Metroid, c'était le modèle. Et c'est un jeu, Super Metroid, qui était très posé, basé sur l'exploration, dont le rythme est lent et la partie shoot s'avérait presque secondaire à tel point que le genre n'était pas First Person Shooter, FPS, mais c'était un FPA, un First Person Adventure. Et si Dread avait été le modèle de Prime, je pense qu'on aurait eu un jeu qui était survitaminé, dans un genre un peu presque fast FPS. Je dis pas que c'est une mauvaise chose, je trouve que cet exemple juste traduit la différence qu'il y a entre Metroid Dread et les 4 premiers épisodes. Donc Nico, est-ce que tu es d'accord? Est-ce que Dread, tu le trouves si différent en fait? Alors c'est différent, on parle de nuances quand même, hein. Sur une échelle globale, tu prends 2 mecs dans la rue, tu montres des photos, ça reste quand même peu ou prou, ça ressemble énormément. Donc... Mais on parle pas on parle pas aux gens qui passent dans la rue, on parle à des... Après je pense, comme je te l'ai dit, je suis pas assez expert sur Metroid, je pense que je ne connais pas assez les vieux jeux de la saga pour pouvoir avoir un avis définitif là-dessus. Mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est que a priori, comme tu dis, c'est que les épisodes 3D ont repris un peu le flambeau de la vieille saga, là où les épisodes 2D qui sont pourtant dans l'héritage direct, eux s'émancipent peut-être un peu plus. Fusion essayait de le faire, mais vraiment par touche. Là où Dread, le 5, pour moi, je trouve qu'il n'a plus rien à voir. C'est, alors évidemment, un mec qui passe, tu lui montres de Metroid, c'est pareil, mais c'est fondamentalement, on fait pas la même chose, quoi. Il y en a dans Dread, c'est que tu fonces. En fait, c'est quasiment un couloir, quoi. C'est un couloir le jeu. Alors que je trouve que t'exagères un poil, mais... Ah non, vraiment, il y a plein de fois où je me suis volontairement posé, je me suis dit, là, je suis à un embranchement, et t'as un embranchement qui va t'amener à un cul-de-sac, tu vas revenir, et passer par le chemin qui t'est imposé pour continuer l'aventure, et les quelques fois, alors ça arrive assez souvent, où en fait l'exploration t'est laissée libre, tu vas te paumer pour de vrai, et c'est pas ce qu'il faut faire. Il faut écouter le jeu, et souvent en fait t'as des téléporteurs et des ascenseurs qui sont placés, il faut les prendre au moment où tu les croises. Si tu les prends pas, tu vas te paumer. Oui, c'est vrai que c'est une démarche qu'on aurait repensé différemment dans les En fait, j'ai pas trouvé la vraie bonne analogie, mais il faut imaginer en fait la planète de Dread comme une maison, et en fait ta partie, tu as un courant d'air, c'est-à-dire que tu peux aller à gauche à droite, tu peux aller de pièce en pièce, mais le seul moyen de prendre le flow, c'est de prendre ce courant d'air, et t'as qu'un chemin. Et en fait le Dread en 6-7 heures, enfin plus 7-8 heures même, on va dire, ce qui est un jeu plutôt long pour les Metroid. Les premiers Metroid étaient bien plus courts. Hors Prime, t'es obligé de faire ça. Alors je suis radical dans la façon dont je le formule, mais vraiment dans la façon dont on le joue, je le trouve vraiment très très différent. Ouais. Après c'est vrai qu'on a l'habitude de le dire, mais dans le jeu vidéo tout n'est qu'illusion, et c'est ça qui prévaut. Et je trouve que t'as quand même
l'illusion d'un mode fouillis, d'un monde qui offre plein de possibilités. Et c'est vrai que Exactement. Mais est-ce que ce monde tu le fouilles réellement? oui, non, mais c'est T'as ça. l'illusion. Ouais. Mais en tout cas, je suis très curieux de voir quelle orientation va prendre Retro Studio avec Metroid Prime 4. Quoi. Quelle voie ils vont privilégier? Ouais. Est-ce que ça va être l'héritage direct des anciens ou Ouais. pas? Ça sera intéressant. Et est-ce que tu penses que comme Other M, ce Metroid Dread, il va être renié dans quelques années? Parce que je trouve qu'il s'en éloigne. Other M, il a été très rapidement, en fait, tu vois, Vilipendé? ouais, on l'a rapidement dit, mais c'est pas ça Metroid, parce qu'ils ont essayé d'apporter une couche de narration, ils ont essayé d'apporter de la vie, en fait, en Samus, en disant, il faut qu'elle parle. Dans Dread, elle parle très très peu, mais ça reste, tu vois, l'ADN du caractère de Samus. Là, dans Dread, à mon sens, hein, ce n'est que mon avis, mais ils ont essayé d'impulser une toute autre démarche de la même façon que The Rem, sauf que en fait c'est juste deux directions différentes. L'un a choisi la narration, l'autre a dit ah ben non, là je vais vous speeder et je vais vous faire un roller coaster. Ouais. Tu vois, j'en discutais avec Ludo à qui je fais un big up qui a trouvé une super analogie. Il a dit c'est un Metroid Sonic en fait. Et je trouve je trouve que son image est vraiment excellente. Après, ça, on reste encore à chaud parce que le jeu est sorti récemment, mais j'ai rarement vu autant d'unanimité autour d'un Metroid. J'ai rarement vu un Metroid exciter autant les gens. Ouais. À part depuis Metroid Prime 1 peut-être. C'est vrai. Et j'ai l'impression qu'il est taillé pour plaire aux fans, aux vieux fans, même si certains auront certainement des choses à redire. Je pense que Ludo, clairement, lui, préfère la formule Super Metroid. Mais j'ai l'impression aussi que c'est un jeu qui est capable d'être sexy pour des nouveaux joueurs. Et là où Hollow Knight, par exemple, moi, c'est un jeu que je trouve un peu austère et qui a l'air long, compliqué, un peu chiant, du coup, me bloque un peu. Ben, je trouve Metroid a laissé cette voie-là à Hollow Knight en disant, ben, vas-y, c'est toi le jeu d'exploration, le jeu tendu et tout. Mm-hmm. Moi, je veux être un peu plus sexy, un peu plus fun, un peu plus dynamique, et moi, ça me plaît bien. C'est vrai. Alors, si vous voulez de l'exploration, Hollow Knight, vous pouvez y aller. Moi, je l'adore. C'est un jeu de plus de 30 heures. Hein, donc là, il y a aucun souci là-dessus. Et il me tarde de voir les chiffres de vente. En tout cas, je pense que Metroid Dread va très bien marcher, quoi. C'est clair. Est-ce qu'on peut se demander si révolutionner le genre, ou du moins en proposer une nouvelle version, était une bonne idée? Alors dans l'absolu, oui, hein, moi je trouve que c'est bien, il faut toujours avancer, il faut toujours se renouveler, stagner, c'est mourir, mais il est fort probable hein, que les vieux fans soient assez énervés. Je pense que ce jeu, en fait, si t'es vraiment hardcore fan, peut-être que tu peux le détester. C'est ou tu l'adores ou tu le détestes. Je sais pas s'il va créer une forme... Il a l'air de polariser un peu certains avis, mais... Bon, tu vois, Ludo, il a plutôt trouvé sympa malgré tout, même s'il a des choses à redire. Toi, tu le trouves plutôt cool aussi. Ouais, franchement, mais le truc, c'est ça, c'est que, rappelons-nous juste 2 secondes, tu vois, quand Mercury Steam a réalisé le remake du 2, en fait, ils ont dû dynamiser un ancien jeu tout en conservant la structure de base de l'époque, en doublant par là même la durée de vie du jeu, ça, faut pas le zapper. Et tu vois, le rythme routinier qui était Returns, parce qu'il prenait comme base Metroid 2, ben, ça a été reproché au remake. Le fait qu'il faille, tu vois, bien visiter pour avancer, ça n'a pas plu. Alors que personnellement, ben moi cet aspect, c'est ce que j'aime. Tout comme le fait de tout scanner méthodiquement dans Prime, ça, je trouve ça trop bien. Est-ce qu'il faut pas se faire une raison? Tu vois, il y a aucune formule qui va peut-être contenter tout le monde. Ouais, c'est possible. Mais là, Metroid Dread, j'ai l'impression de voir un vrai nouveau départ pour la série, en tout cas. Ouais, je suis carrément d'accord. Mais c'est ce que je me demande, c'est si le grand public, tu vois, va appréhender la révolution. Je pense qu'ils s'en foutent et c'est pas ce qui est important. Metroid, je pense, est connoté comme une saga historique et Nintendo se fout d'avoir une saga historique. Moi, je pense qu'ils ont vraiment envie d'avoir une saga active qui vend et qui vit en fait, qui va pouvoir multiplier les épisodes et ne pas contenter que tu vois les fans de hardcore de base. Tu parlais tout à l'heure de Alan Wake et tu disais qu'il y avait des fans en fait qui créaient à corps et à cri un remaster ou même une suite. Mais ces gens-là, ou ces fans, dont je fais partie, bah, tu vois, on a une voix un peu trop forte, parce que finalement, c'est une illusion. Encore, on parle d'illusion et de magie, mais de croire qu'il y a des grosses communautés qui veulent des suites, c'est juste que, bah, quand t'es fan, bah, c'est vrai que tu vas un peu, le dire à corps et à... Ouais, c'est ça. T'es plus vocal, tu vas demander à corps et à cri quelque chose qui finalement, bah, va peut-être pas contenter le plus grand nombre. Donc, c'est un challenge. C'est un challenge. Voilà pour Metroid Dread, voilà pour Alan Wake, voilà pour cette émission et pour cette semaine. Est-ce que tu as quelque chose à nous annoncer pour la semaine prochaine? Alors non. Après, il y a un gros lobbying au sein de la rédac. Hein. Je ne citerai pas de nom à Ken Bruno qui de nous faire parler de la Xbox, parce que c'est vrai que c'est les 20 ans de la Xbox. Mais c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Après, je suis pas expert sur le sujet, mais je vais voir. Je ne promets rien. C'est vrai qu'on a plus d'attachement, ou peut-être plus d'historique avec Nintendo, avec Sony. Est-ce que on a eu la 360? C'est vrai, la Xbox un peu moins. La première du nom, je l'ai pas eu moi perso. Ouais. Moi, je l'ai eu après coup. On y jouait beaucoup chez des amis. Mais est-ce que ça vaut le coup qu'on ait ce regard-là? C'est quand même un événement du jeu vidéo. Hein, et les 20 ans d'Xbox.
à voir. Je sais pas si peut-être tu voulais partir là-dessus aussi. Non, je sais pas, c'est toi qui t'engages là, je pense un petit peu. Moi non plus, j'ai pas de quoi annoncer. Je suis sur 2-3 jeux dont du RPG, du Astria Ascending. J'ai essayé Dungeon Encounters, j'ai pas compris et donc je suis très triste, mais je vais lui redonner sa chance. Voice of Cards, je crois, sort trop tard. Donc ce sera le 28, ouais. Donc c'est mort. On est le combien? Ouais, on est le 21. Voilà. Donc c'est foutu. Je sais, surprise pour moi. Eh ben écoute, c'est ça qui est bon. Donc on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir ces surprises, quelles seront ces rubriques. L'occasion pour nous de faire la bise à Ken, à Damien et à Ludo, de vous remercier pour votre fidélité et de vous dire à la semaine prochaine. Bye bye.